C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous allons revenir dans quelques instants sur les principaux titres de la presse israélienne qui se rapportent bien entendu à la tension sécuritaire, à l'instauration ou non de la souveraineté israélienne sur la Judée, la Samarie et la vallée du Jourdain, à la proximité des élections. Mais ce matin, nous commencerons cette revue de la presse par un titre du Israël Hayom qui est certes en page 22 ce matin, mais qui a une importance particulière puisque le journal se fait l'écho du lancement d'une campagne de promotion de l'Aliyah de France et de l'identité juive en France, si l'on peut dire, qui a été orchestrée ou qui est orchestrée par la Chavaya israélienne sous la direction d'Amos Hermon et de Daniel Benaïm, une campagne conduite par deux figures connues en Israël puisqu'il s'agit du Rav Yehuda Ben Ishai et de Myriam Peretz, deux figures qui ont été durement touchées dans leur chair puisque Myriam Peretz a perdu deux fils au combat dans Tsahal et que le Rav Yehuda Ben Ishai a perdu sa fille Ruth, son gendre Ehud et trois de ses petits-enfants en 2011 dans le massacre d'Itamar. Ils appellent tous les deux les Juifs de France les plus éloignés de la communauté à se reconnecter à leur identité juive et à envisager de monter en Israël. Plusieurs autres personnalités de la communauté francophone israélienne se sont joints à cet appel qui est donc répercuté dans la presse israélienne de ce matin, au moins dans le Israël Hayom. Il n'y aura pas d'instauration de souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations juives de Judée et de Samarie avant les élections. C'est la teneur du message lancé hier par Binyamin Netanyahou lors d'une intervention faite à Ma'ale Adumim, l'une des villes qui aurait bien aimé être annexée officiellement à l'État d'Israël. Cette annonce fait la manchette du Yediot Aharonot. Le Yediot cite Jared Kushner qui a répété en fin de semaine qu'Israël avait accepté de ne pas instaurer cette souveraineté avant les élections. Et donc, forcé et contraint, le Premier ministre a dû, semble-t-il, s'aligner sur cette approche du gendre et conseiller du président. Nous sommes en plein processus de préparation des cartes, a déclaré Binyamin Netanyahou hier donc à Ma'ale Adumim. Cela ne prendra pas longtemps, seulement quelques semaines. Nous attendons cela depuis 1967, depuis juin 67. Quelques semaines de plus n'y changeront rien, a déclaré le Premier ministre, comme s'il tenait à s'excuser de ne pas pouvoir mettre à exécution ce qu'il considérait être comme une démarche d'une importance historique dont il avait parlé longuement à Washington après la présentation du plan de paix américain. Le Israël Hayom, lui, essaie de dissimuler cet échec, entre guillemets, en citant d'autres propos du Premier ministre qui a insisté sur l'ami d'Israël qui se trouve actuellement à la Maison-Blanche et sur le fait qu'au bout du compte, Israël sera soutenu par les Américains dans cette démarche d'annexion. Le Yediot Aharonot de Shabbat dernier explique sous la plume de Sima Kadmon comment Binyamin Netanyahou a contrarié apparemment l'administration Trump et le président américain en affirmant à Washington même qu'Israël allait instaurer dans l'immédiat la souveraineté israélienne sur les implantations et la vallée du Jourdain. Kadmon explique que le Premier ministre accordait en fait plus d'importance à la promesse faite par David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, d'instaurer cette souveraineté qu'aux propos de Jared Kushner, qui voulait avant tout que le plan soit accepté comme un bloc par le monde arabe. Preuve de la contrariété américaine. Dans son discours à la nation la semaine dernière, le président Trump a quasiment mis de côté le dossier israélo-palestinien. Mais revenons au Israël Hayom, qui cite ce matin en évidence Naftali Bennett. Le ministre de la Défense ne se préoccupe pas des différences d'approche au sein de l'administration Trump et il presse donc actuellement Binyamin Netanyahou d'imposer malgré tout la souveraineté israélienne sur l'ensemble des implantations. Nous serons à vos côtés si vous le faites, a affirmé Naftali Bennett. Et puis, puisque nous parlons de Bennett, les quotidiens nous rappellent que la situation sécuritaire demeure très tendue en Judée et en Samarie dans le pourtour de la bande de Gaza. Certes, comme le soulignent les spécialistes, le week-end a été relativement calme en Judée et en Samarie. Certes, il n'y a pas eu d'émeute vendredi sur le mont du Temple et le seul incident qui s'est produit ce jour-là, s'est produit dans la région de Ménaché lorsque des dizaines de Palestiniens ont lancé des pierres et des bouteilles incendiaires en direction de soldats israéliens sans faire de blessés. Mais donc au sein des forces de Tsahal et des gardes frontières, on demeure très vigilant afin d'empêcher toute nouvelle escalade de la violence. Les spécialistes sécuritaires mettent ce calme relatif sur le compte du mauvais temps, entre autres, de la pluie et du froid qui ont apparemment dissuadé les Palestiniens de se confronter durant le Shabbat avec les forces israéliennes. Une bonne nouvelle répercutée par les quotidiens israéliens. Par ailleurs, l'état de santé du soldat de la brigade Golani qui a été grièvement blessé dans la nuit de mercredi à jeudi lorsqu'une voiture bélier l'a percuté de plein fouet au cœur de Jérusalem. Cet état de santé s'est amélioré. Quant au terroriste qui conduisait justement le véhicule, il s'est rendu vendredi aux forces israéliennes. Son frère a affirmé qu'il n'avait pas commis d'attentat mais qu'il s'était endormi au volant et qu'il avait eu ensuite
il avait pris peur et n'avait pas osé s'arrêter. Fin de citation. Les quotidiens israéliens nous indiquent que c'est mardi que Mahmoud Abbas exprimera son opposition farouche au plan de paix de Donald Trump devant le Conseil de sécurité de l'ONU, et le professeur Eyal Zisser explique dans le Israël Hayom qu'Abbas conduit les Palestiniens vers une voie sans issue. La seule carte qui lui reste, c'est de menacer de démanteler l'autorité palestinienne, une démarche qui risque de ramener les Palestiniens au moins une génération en arrière. À défaut, le raïs palestinien se tourne une nouvelle fois vers la communauté internationale, explique donc le professeur Eyal Zisser. Les journaux se penchent également ce matin sur l'annonce de la rencontre prévue entre Mahmoud Abbas et l'ancien Premier ministre Ehud Olmert aux États-Unis cette semaine. Une démarche qui suscite, on va dire, la critique de certains, l'incompréhension des autres, et la critique la plus intéressante de cette initiative est celle d'Ehud Yari, le commentateur de la chaîne 12, qui est expert des pays arabes depuis de nombreuses décennies, qui a sommé Ehud Olmert de ne pas participer à une telle rencontre. En marge de cette activité sécuritaire et politique, il y a également toujours en toile de fond la campagne électorale israélienne qui se poursuit à un peu plus de 3 semaines des élections. Et ce matin, tous les quotidiens reviennent sur les propos du député bleu-blanc Yoaz Handel, qui ont choqué ou au moins provoqué un malaise dans la classe politique israélienne. Dans un entretien au Haaretz de ce Shabbat, Yoaz Handel avait en effet affirmé: en Israël, il y a ceux qui sont arrivés avec une mentalité de concert viennois et ceux qui sont arrivés avec une mentalité de darbouka. Le député Ofer Shelar, qui est membre du même parti bleu-blanc qu'Handel, a qualifié ses propos de terribles. Au Likoud, on a sauté sur l'occasion et l'on a qualifié Handel de Garbos de 2020, du nom de l'artiste israélien qui avait méprisé lors de meeting électoral il y a quelques années ceux qu'il avait appelés les embrasseurs de Mezuzot. Même Eman Oudeh, le leader de la liste arabe, a affirmé que Handel était, je cite, un ignare. Et Mati Tourfeld dans le Israël Hayom explique que ce genre de déclaration rend surtout service à la droite israélienne qui va s'empresser de récupérer les mandats de ceux qui ne peuvent pas cautionner de tels propos au sein du parti bleu-blanc. Le Haaretz, lui, nous dresse une analyse intéressante de ce que l'on pourrait appeler la stratégie des petits groupes d'influence menés parallèlement par bleu-blanc et par le Likoud. En effet, les deux grandes formations ont décidé au cours des prochaines semaines de briser l'équilibre actuel que l'on constate dans les sondages en faisant campagne auprès des diverses communautés. Cela va de la communauté éthiopienne jusqu'aux chauffeurs de taxi, en passant par les végétariens et même les Olim de France qui, par exemple, peuvent désormais recevoir en France. Et le programme politique de Bleu-Blanc, il faudra voir très vite si cette stratégie s'avère être payante. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne par la météo ce matin. La météorologue la plus célèbre d'Israël, Sharon Wexler, a affirmé ce matin sur les ondes de la radio nationale israélienne que les 2 prochaines journées seront extrêmement froides, sans contexte, ce seront les journées les plus froides depuis le début de l'hiver, avec des températures maximales de 6 degrés à Jérusalem et de 1 degré la nuit prochaine dans la capitale. Mais elle a précisé, peut-être en marquant la déception de certains, que la neige ne devrait pas être au rendez-vous sur la capitale aujourd'hui en raison de la faible quantité de précipitations. Le Shabbat, par contre, a été très pluvieux. Tout cela donc en perspective de la fête de Tou Bishvat qui sera célébrée ce soir et demain. Il faut donc s'attendre à quelques petites perturbations dans le déroulement traditionnel de ces plantations, puisque la météo nous promet également sur les hauteurs du gel demain matin. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.